Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Damien et Lessa. Bonjour Damien. Bonjour. Damien, vous êtes originaire de Nantes. Vous êtes arrivé à Porquerolles en 1988 après votre service militaire pour y faire une saison en tant que serveur au restaurant La Grillade, connu aujourd'hui sous le nom de la Calanque. D'autres saisons ont suivi dans de nombreux établissements de l'île, l'Oustaou, la Plage d'Argent, le Pescator, les Glycines, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez également fait une saison de pêche, tenu l'entrée de la boîte de nuit qui se trouvait sur le port dans les années 2000 et qui a disparu aujourd'hui. En 2010, vous créez la marque de textile 43-6, distribuée aujourd'hui sous contrat de licence dans plusieurs boutiques sur tout le littoral entre Bandol et Saint-Tropez. Et vous vivez à l'année sur l'île depuis 2014. Pour commencer, Damien, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots où est-ce que vous avez grandi et dresser rapidement les grandes lignes de votre parcours avant votre arrivée à Porquerolles ? Alors, je suis né à Nantes en 18 juin 1967. Et après, j'ai grandi dans le Maine-et-Loire, dans une petite ville qui s'appelle Cholet. Bon, j'ai vu vite pris le chemin un peu de tout le monde, l'école, les potes, voilà, jusqu'au lycée. Donc au lycée, je me suis plus axé sur un truc professionnel, une situation professionnelle. Donc j'ai commencé comme boulanger, pâtissier en pré-apprentissage. J'ai vite mis de côté l'école, entre guillemets. Voilà, j'étais entre le travail, le sport. Et voilà, ça me correspondait bien, quoi. Bon, après, ça devient la sortie des copains, l'adolescence et tout ça, quoi. Quelques petites bêtises normales de jeunesse. Et puis, bon, mais j'avais envie de voir un peu d'autres horizons, parce que c'est vrai que, bon, Maine-et-Loire, c'est pas mal, c'est bien, mais bon, pas trop de soleil, un peu le froid, je me rappelle beaucoup du froid, quand même, quand je parlais avec ces petites fumées, les oreilles gelées et tout. Et je rêvais de soleil. Et de sud. Ouais, voilà. Et, comme je suis un peu de mon père et du Cameroun, ouais. Donc je me disais, ah là là, je ne dois pas être au bon endroit. Voilà, quoi. Donc là-dessus, j'ai devancé l'appel parce que moi, je voulais continuer à travailler. Et du coup, j'ai pas pu partir non plus parce que mon frère était parti en Nouvelle-Calédonie dans les années 80-82. Donc moi aussi je me suis dit tiens, je vais suivre un peu le parcours de mon frère et partir peut-être au soleil. Et du coup non, ça s'est pas fait. Parce que j'avais quand même quelques casseroles derrière. Donc du coup je suis resté sur la région parisienne, dans l'Oise. Donc 2 ans et après donc obligé de rester en France. J'ai pas pu partir comme je voulais, quoi, à l'étranger. Et mon frère, lui, qui avait fait une saison en 87 chez Monsieur et Madame Goglia, quoi. Lui est reparti avec mon cousin qui était déjà cuisinier à l'époque, donc ils sont partis sur Monaco. Et donc le fameux restaurant qui s'appelait La Grillade, à l'époque. Ouais. Donc mon frère est parti avec mon cousin aller sur Monaco, Menton. Et mon frère m'a dit écoute, au lieu de rester sur Cholet, ce serait bien de descendre, tu vas voir, c'est pas mal. Donc il vous a cédé sa place. Voilà, il m'a cédé sa place en quelque sorte. Il a bien fait d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en arrivant, un peu en sortant en plus dans l'endroit où j'étais, où il se passait pas grand chose, quoi. Donc c'est vrai que j'arrive ici, le soleil. Donc on est en 88, voilà. Vous terminez votre service militaire, vous arrivez là pour faire une saison, donc pour remplacer votre frère dans ce restaurant. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en arrivant à Porquerolles ? Moi, c'est déjà la lumière. Il y a un peu plus de lumière, les odeurs, la lumière surtout qui m'a tout de suite interpellé, quoi. Lumière et odeur, couleur, lumière et odeur. Ouais. J'ai dit là c'est pas mal.
comme j'y pensais souvent, donc là je me suis dit là c'est super. Ça correspond. Ça correspond bien à ce que je recherchais. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis revenu l'année d'après, encore l'année d'après. Au même endroit? Non, j'ai fait le Loustaou après. D'accord. C'était facile de pouvoir renouveler des contrats saisonniers? Ouais. Donc je partais souvent, non, l'année prochaine tu viens, faut qu'on discute. J'ai en plus, on vous propose du travail, je dis c'est super quoi. Donc je remontais l'hiver, je racontais un peu les petites histoires à la famille, je faisais le tour de la famille et puis j'attendais avec impatience le mois de mars pour pouvoir redescendre, quoi. C'était des saisons à l'époque qui duraient combien de temps? 2-3 mois? 4 mois? 6 mois, ouais. Ah, qui duraient 6 mois. Ouais, avril, fin septembre. Donc ça nous permettait, comme on travaillait presque tous les jours, on va dire. Donc on s'amusait, on travaillait, on mettait de côté. Ouais. Et moi c'était parfait. Pour moi ça allait bien, quoi. C'est le rythme qui vous convenait. 6 mois sur Porquerolles et 6 mois... 6 mois, retourner chez moi, raconter mes histoires. Mon vécu, c'était pas mal, quoi. Et par rapport au porquerolais, est-ce que l'adaptation a été facile? Est-ce que vous vous êtes senti rapidement intégré? J'imagine qu'entre saisonniers, ça doit être simple, mais ensuite avec les porquerolais, ça s'est fait naturellement? Ouais, on va dire ça, ouais, parce qu'avec les porquerolais, bon, j'avais pas de... moi tout allait bien, j'ai bonjour, tout le monde me répondait, donc je voyais pas trop, j'étais pas dans les histoires. J'étais saisonnier, je restais à ma place. Il y avait beaucoup de saisonniers, donc j'étais plus axé sur les saisonniers que sur les porquerolais, entre guillemets, quoi. Vous avez exercé un nombre important de fonctions sur l'île, donc en restauration, de façon assez, je dirais, majoritaire dans vos expériences. Mais vous avez fait également une saison de pêche. Comment ça s'est passé? C'était une opportunité qui s'est présentée? C'était une opportunité. Et puis, alors, du coup, je pense que je devais prendre conscience que j'aimais bien l'île. Et puis, je me disais, tiens, j'avais envie de changer un peu d'horizon. Et puis là, à l'époque, c'était Monsieur Ginta qui avait le restaurant de pêcheurs. Là, il y avait une opportunité à prendre. Et je dis, allez hop, on y va, quoi. C'était une saison superbe, très très dure. Mais je pense au niveau qualité de vie enfin, ça a été une de mes saisons préférées. C'est vrai? Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait 2 saisons, mais... Niveau physique, vous voulez dire? Non, pas niveau... Alors physique, c'était dur, ouais, certes, parce que c'est un métier quand même assez dur. Mais d'avoir découvert... Alors j'ai découvert la Corse, j'ai découvert la mer surtout. Ouais. La pêche... Là, j'ai fait le tour du département... de la région, on va dire. Alors là, ça m'a encore plus plu, quoi. Ouais. Et ça vous a pas donné envie de reconduire? Peut-être que l'opportunité s'est pas présentée. De reconduire la pêche? Ouais. Disons qu'à la fin de saison, moi j'avais mon cousin aussi qui avait un projet sur Nantes, un gros truc, restaurant, épicerie, qui m'a appelé en me disant Damien, il faut que tu viennes. Donc à la fin donc ça s'est fait très vite, j'étais en 2004, je me rappellerai toujours. Et du coup j'ai fini ma saison de pêche et hop, j'ai enchaîné de suite sur Nantes, je suis remonté à Nantes et je devais rester 2-3 mois pour l'ouverture et je suis resté 18 mois, quoi. Donc là, je suis passé du soleil, la Corse, voilà, et je suis revenu... à une vie plus urbaine. Voilà, plus urbaine, bon, avec mon cousin certes, et tout ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je suis retombé dans le même truc que je voulais m'échapper il y a 20 ans, quoi. Enfin, maintenant j'en parle, il y a 20 ans, mais je retrouvais dans la... Il n'y avait plus la lumière, retourner dans le froid, tout ça. Bon, après, c'était là pour la famille, donc c'était un peu particulier. Et qu'est-ce qui vous ramène à Porquerolles après ça, alors? Après, je finis en février-mars. Bon, là, au bout d'un moment, ça commence à se poser. Et justement, là, mon cousin me demande qu'est-ce que t'en penses? Là, on va ouvrir un autre projet. Est-ce que tu te sens de rester et tout ça? Et là, il y a eu l'appel des îles qui sont venus. Trop fort. Voilà. Et alors, monsieur Georges Paul qui m'appelle en me disant voilà, il y a une place qui se libère aussi au taxi. Ouais. Donc, c'était une voiture électrique. Avec le matin, j'avais une partie fret à livrer les restaurants. Et puis, j'étais sur l'île, quoi, surtout aussi. Donc, une autre opportunité qui s'ouvre.
Ah, je dis, là, je cogite pendant un petit moment, quoi. Donc je remets mon tablier à mon cousin en lui disant non, mais là il faut que je rentre chez moi, là j'avais un peu choisi. Chez moi, c'était déjà chez moi. Ah ouais, déjà. Là, puis en plus avec l'opportunité du taxi et tout ça, j'ai dit non, là, bon, j'ai énormément réfléchi quand même. Et bon, je décide de revenir. Quoi, en fait. Et cette expérience pour les taxis, elle a duré... Elle a duré 2 saisons, 2 ou 3 saisons. Oui, 2 ou 3 saisons. Alors c'est bien parce que le matin j'avais les livraisons pour les restaurants, donc je faisais je livrais les colis, et l'après-midi je faisais de la visite sur Porquerolles avec des petites visites, des petits circuits de 20 minutes. Super, quoi, génial quoi. Ah oui, des visites de l'île, des touristes, avec des touristes. Ça n'existe plus du tout ça. Mais non, il n'y avait plus rien. Et ça marchait bien? Ça marchait, moi ça me plaisait parce que ma journée était remplie. Le matin j'avais mes colis et les restaurants à livrer. L'après-midi, j'avais mes petites visites, donc je montais jusqu'au phare, je revenais par la lagune, à la plage d'Argent. Enfin, j'avais des journées bien remplies, et puis en plus ça me plaisait, quoi. J'étais autonome, je gagnais ma vie correctement, quoi. Donc c'est toujours pareil, ça repartait encore. C'est la deuxième dans vague, une bonne direction. Ouais, dans une bonne direction, une bonne dynamique. Et j'ai dit on va rester. Hein. Et ça s'est toujours fait sur... Assez naturellement, j'ai l'impression. Les opportunités sont arrivées les unes après les autres. C'est ça. Et d'ailleurs, alors la boîte de nuit, c'était avant l'expérience des taxis ou c'était après? C'était après. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas connu cette boîte, il y en a qui l'ont connue aussi, elle était située où et comment ça fonctionnait? Qui venait dans cette boîte de nuit? Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient exprès du continent à Porquerolles passer la nuit ou c'était essentiellement des touristes de l'île? Il y avait beaucoup de saisonniers, parce qu'à l'époque c'était quand même très saisonnier. Ouais. Donc c'était un endroit où on se retrouvait, parce que les bars fermaient à 1h ou 2h, je sais plus. Et puis après, plutôt que traîner dans le village et tout ça, c'était aussi un endroit où tout le monde, où beaucoup de saisonniers... terminaient la soirée. Voilà, on terminait la soirée là-bas. Et puis c'est vrai que quand c'était l'été, il y avait quelques vacanciers qui venaient, tout ça, mais c'était un peu, pour nous les saisonniers, c'était un endroit où finir, et puis pour les gens qui étaient là juillet, août, pour les vacances, c'était aussi un lieu pour eux, pour se divertir. Quoi. Elle était située où cette boîte? C'était sur le port, alors c'était maintenant où il y a la pizzeria là. Tout au bout. C'était petit, hein, à l'époque je sais plus si on fumait ou on fumait plus à l'intérieur, ou je sais plus. Mais c'était vraiment petit, quoi. Il y avait 50 personnes, 50 personnes, on faisait la soirée, quoi. C'était très très petit, quoi. Et puis beaucoup de touristes qui venaient, enfin d'amoureux aussi de Porquerolles qui venaient, avec qui on avait créé des liens depuis plusieurs années, quoi. Non, c'est vraiment petit au bout du port, quoi. Ouais, faut se l'imaginer. Sûrement une petite boîte de nuit, pas vraiment comme on peut les trouver sur le continent. Non, rien à voir, quoi. Vraiment... Et j'avais commencé un début de saison dans un établissement et je crois que j'avais démissionné. Ça m'avait pas plu, donc je rentre chez moi en me disant je vais profiter de un peu m'aérer, je vais aller à la plage, quoi. Et alors le temps que je rentre chez moi, que je prenne mes affaires, que je reparte pour aller à la plage, on m'intercepte, on m'a dit Damien, ça y est, j'ai appris que tu ne travaillais plus. Alors là, ça allait très très vite à l'époque, quoi, les nouvelles. Et du coup il me dit moi j'ai une place, je cherche quelqu'un pour la boîte de nuit le soir, avec un bon salaire, à partir de 22h, tu viens un peu la journée pour te mettre en place. Alors comme j'étais un peu, je sais pas pourquoi, entre deux eaux, j'ai dit tiens, ça me permet, le salaire était bien, et du coup j'ai fait ma petite saison qui s'est très bien passée dans cette petite boîte, quoi. Alors je crois que ça s'appelait Soleil des Îles, c'est assez marrant parce que maintenant j'habite résidence du Soleil. Le soleil vous poursuit. Voilà, et de fil en aiguille, après on a toujours approché, je crois, plus ou moins, pour me dire tiens, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Ça m'intéresse, j'ai une place là.
Donc ça... Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne sur l'île quand même beaucoup en réseau, voilà. Et que les gens, quand ils ont confiance, ils renouvellent bien volontiers les expériences avec les personnes avec qui ça s'est bien passé. Je voulais qu'on parle un petit peu de cette marque que vous avez créée, parce que là, vous sortez complètement de l'univers de la restauration, des expériences qui arrivent un petit peu spontanément à vous. Vous êtes là dans une démarche vraiment entrepreneuriale. En 2010, vous créez la marque 43-6. Comment vous est venue l'idée de créer cette marque ? Combien de temps ça vous a pris entre l'idée, la création d'une gamme de produits et sa commercialisation ? Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de cette marque ? Alors là, à l'époque, je travaillais dans un restaurant. C'est pareil, là, j'avais une place de saisonnier, serveur, où je travaillais la journée, le soir. Donc je commençais à 16h. 16h fermeture. Voilà, tout allait bien, super. Et monsieur Laurent Vidal, qui vient me parler en me disant, voilà, je suis sur un nouveau projet d'une boutique pour faire déguster du vin, ça me ferait une vitrine pour Corol, j'avais pensé à toi, quoi. Je suis bon, c'est gentil. Donc bien. Domaine de la Courtade, le vin. Le domaine de la Courtade, ouais. À l'époque c'était monsieur Vidal, quoi. À l'époque, c'est pas si longtemps que ça. Et qui me parle, voilà, j'ai pensé à toi, qu'est-ce que t'en penses, réfléchis, tout. Je dis, écoute, moi j'étais pas mal, j'avais un bon job, encore une autre opportunité, et qu'est-ce qu'on fait pas. Donc finalement on arrive à se mettre d'accord. Donc je lui dis, écoute, moi je finis quand même ma saison normale, et puis j'ouvrirai le matin, on va mettre ça en place tout doucement, quoi. Je pensais pas que ça allait évoluer aussi rapidement, quoi, aussi vite. Donc on fait l'ouverture de cette vitrine, donc moi j'allais un peu le matin pour faire un peu la déballe, mon pitch, pour faire la vente de vin, quoi. Et le soir, après le retour de plage, qui était embêtant, c'est que là où il y avait le gros rush, de la vente, ouais. Moi j'avais quand même privilégié mon emploi aussi, en me disant écoute, je prends pas de salaire pour cette année, et puis on verra l'année prochaine comment ça se passe. Donc on avait embauché une personne pour faire au moins le retour de plage. Mm-hmm. La saison se termine. Moi j'ai dit écoute, putain, il va falloir trouver un autre truc, parce que là ça va être compliqué. Je pense que ça va être juste. Je lui dis, il faudrait créer une marque, une ligne de fringues. Tout le monde a sa ligne, Bordeaux, enfin, ouais, Pyrénées, 64 Saint-Tropez. Et ça part de là, l'histoire. Il m'a dit, ok. Donc je voulais plus ou moins laisser le truc. Et c'est vrai que M. Vidal me dit, écoute, je te donne la moitié des parts, quoi, de la boîte, quoi. Donc là, je me dis, bon, c'est vrai que tu vas être ton patron. Il m'a bien fait le travail, quoi. J'ai dit ok, d'accord. Donc, je me suis dit bon là t'as ouvert un peu ta bouche, et il va falloir un petit coup de pression là, voilà. Je sens que vous c'est un coup de pression, je me suis dit, tiens, bon, là. Et je me rappelle, c'était au mois de juin, c'est mes 43 ans. Alors, je marque sur un papier 43. J'étais en train de chercher un peu le filon, une idée pour les t-shirts, quoi. Et je fais 43 ans, je tire mon trait là. Et je vais sur le bas de la porte et je regarde au loin vers la mer, enfin plus vers les bateaux, les hoquets des pêcheurs, tout ça. Et j'ai un flash parce qu'à l'époque où je faisais la pêche, donc il y avait le petit bateau, et l'été on faisait la pêche au gros. Et la vedette où je travaillais dessus s'appelle 43 Nord. D'accord. Donc je regarde, 43 ans, c'était l'année de mes 43 ans, et je vois un petit pointu qui passe comme ça, et je me souviens qu'à l'époque, le fils du pêcheur avait un chalutier où il faisait la safari, photo, baleine, dauphin, qui s'appelait le 6 Est. D'accord. Et je vois, je me dis, tiens, je me rappelle de Guillaume. Tac, et je me dis, le 6, et je sais pas pourquoi, je mets sur le 6. Enfin, j'avais fait mon 43 un trait, et je mets mon 6 en dessous. Et je fixe sur ce dessin, je me dis il y a un truc, et alors, oui, effectivement il y a un truc, je regarde, 6 c'était le mois de juin, et mes 43 ans, 4 et 3, 7, 67, 6 et 7, 67, mon année de naissance. Alors j'étais content d'avoir trouvé un truc, quoi. Bon, sauf que en même temps c'était la position GPS de l'île, quoi. Et ça vous le saviez ? Je l'ai su après, si vous voulez, je savais les coordonnées, mais j'avais pas fait le lien.
Ou inconsciemment peut-être. Inconsciemment parce que... aussi, un des deux, ouais, inconsciemment. Et en même temps, je savais que 43 Nord, c'était la latitude et tout. Mais en mettant le 6 et tout ça, c'est le logo qui a fait que... là, j'avais pas percuté que c'était quand même un bon logo, quoi. Enfin, j'ai vite percuté après, quoi. Mais là, vous êtes accompagné un petit peu ou vous faites tout seul? Ah, tout seul. Parce que pour trouver un fabricant également de t-shirts, enfin au début c'est des t-shirts exclusivement? T-shirts, non, pas spécialement. Moi je voulais lancer une ligne quoi. Textile textile complet, ouais. Mm-hmm. Mais bon, entre ce qui se passe et ce qui arrive après, quoi, il fallait que je trouve le fournisseur. Parce que j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Donc j'avais quand même... un ancien fournisseur que j'avais rencontré par avant qui m'avait dit si un jour si t'as des projets, viens sur Marseille, moi je t'accompagne, qui était restaurateur, qui est passé dans les fringues. Aussi. Ouais, un truc improbable, quoi. Donc je vais le voir avec monsieur Vidal, en lui expliquant mon projet. On n'avait pas d'argent, rien du tout, qui me dit écoute, ça a l'air pas mal, on commence à faire une cotation. T-shirt qui lui était dans les fringues, alors il m'a dit il faudra faire ça. Donc ça arrive à la première commande à 60 000 euros, quoi, 70 000 euros de. Il m'a dit bon c'est pas mal. Ouais, là faut être sûr de son coup quand même. Voilà, ouais. Donc il me fait confiance, il m'a dit allez envoie-moi 25% que je puisse commencer à la prod. Je dis mais j'arrive même pas 25%. Quoi. Donc il me dit moi j'y crois à ton projet, il me fait des traites, quoi. Ça part comme ça, quoi. Ok. Sur des traites de 10 000 euros, alors moi c'était déjà à l'époque, c'était ouf. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais 10 000 euros, moi, c'était déjà chaque mois qu'il fallait lui rembourser, quoi. Donc en vendant du vin pour financer un produit, une ligne qui allait peut-être marcher ou pas, oh là là, c'était un peu... Ah là, vous vous disiez, est-ce que j'ai bien fait de m'engager dans ce Mais d'un côté, le projet était pas mal, quoi. Ouais, stimulant. Voilà, donc les gens me disaient, putain, c'est pas mal. Donc je me disais, il y a quelque chose quand même. Et de fil en aiguille, écoute, ça marche. La pub, je donne quelques t-shirts à droite, à gauche. En fait, c'est tous les Port-Corolais qui me font la pub, quoi. Donc ça peut pas y avoir meilleure pub que ça, quoi. Vos premiers clients, c'est les Port-Corolais quand vous démarrez, c'est vrai? Moi, je sais que les Port-Corolais ont contribué beaucoup au niveau pub, marketing et tout ça. Communication, ça a été ma meilleure com, quoi. Les pêcheurs, voilà. Tout le monde m'a aidé dans le sens où même si on me demandait c'est où, j'étais dirigé, on dirigeait tout de suite vers le magasin qui était pas Pignon-sur-Rue du tout, quoi, qui était comme tu disais. Oui, dans les petites arcades là au niveau dans la rue des Vélos là. Pour ceux qui connaissent, c'est très caché. Sur la place du village. Hein, ouais. Et donc c'était distribué dans cette boutique uniquement ou dans d'autres boutiques? Non, pas. Dans cette boutique, quoi. Donc ça a tout de suite monté vite et bon. Après, il a fallu gérer un peu tout ça, quoi, parce que moi, c'était un peu nouveau pour moi. C'était faire de la restauration, après passer des fringues, après du vin. Donc après, j'ai dit, oh là là, faut continuer sur le truc. Il y avait Madame Cano à l'époque qui faisait des petits produits d'olive, de l'huile d'olive, des confitures. Plein de... Alors, je dis, il faut lancer une boutique locale, quoi. Il y avait rien. Et que Laurence, ce serait bien de faire une boutique locale, quoi. Donc on a trouvé le nom, la boutique Port-Corolaise, et puis tout venait petit à petit, les gens venaient à nous, tiens on a des bouquins, tout est venu très naturellement, quoi. Le marchand de cartes, le vin, et là on a commencé à rentrer dans une vraie boutique locale qui se mettait en place. Donc là on est dans les années de quoi, 2010, 2012, 2014, ouais. Ça progresse. Et après, donc, M. Vidal, lui, il est approché par la Fondation Carmignac et il vend tout, quoi. Tout se vend, enfin, tout se fait, tout se vend et je me retrouve un peu tout seul et là, j'ai pas le... je me dis que là, sans Laurent, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Tout ce qui était la gestion, les papiers, les loyers, parce que c'était lui qui s'occupait de tout ça, quoi. Moi, je m'occupais pas de la partie. Vous étiez plus sur le volet commercial. Voilà, ouais. Sur le terrain, dans la boutique. Voilà. Je me suis pas senti à l'aise, ouais, du tout. Ouais. Je me suis dit, il va falloir rentrer dans les papiers. Alors on me dit, moi je vends, qu'est-ce que tu veux faire?
et des gros loyers. Enfin, je me suis pas senti quoi. Donc après j'ai commencé à revendre un peu dans une autre boutique à côté. À Porquerolles? Voilà, sur Porquerolles, sur le port. Après il y a eu sur la place. Et après j'ai monté mon statut d'auto-entrepreneur. Et puis bon, finalement avec les commandes que je faisais sur l'île et un travail en parallèle après, je me suis dit moi ça me suffisait quoi. J'avais pas besoin de plus quoi. C'est toujours le problème de assez, pas assez. J'ai été approché après par un monsieur, enfin par plusieurs personnes au début, quoi, et dont un monsieur là qui est resté, qui lui me dit bon ça m'intéresse, voilà, faisons quelque chose ensemble. Moi j'ai déjà un circuit de boutique, voilà, il avait un peu, si vous voulez, dans parallèle moi avec la marque. Comme j'évoluais, je commençais à avoir d'autres modèles et tout ça, et lui il avait déjà tout ce circuit en place, je me suis dit écoute, bon, on va peut-être faire ensemble, et puis quand je discutais avec lui, on se comprenait quoi. J'ai dit écoute, c'est peut-être un moment, il faut laisser le bébé grandir et passer la main quoi. Donc on a trouvé cet accord de licence. Le contrat de licence. Voilà, parce que c'était super dur pour la vente, parce que les gens voulaient. Alors c'est là que j'ai senti quand même qu'à Porquerolles, les gens voulaient pas lâcher le bébé quand même. C'est-à-dire, ils vous retenaient pour que les t-shirts aillent pas se vendre ailleurs qu'à Porquerolles, voilà, c'est ça? Puis, tout le monde voulait le point. Tout le monde a revendiqué aussi cette marque. Donc je me suis rendu compte que c'était quand même assez fort. Quoi. Vous avez dû la déposer, cette marque? Ouais. J'avais déposé. J'en avais posé quelques-unes parce que j'ai eu quelques petits soucis de reproduction, de copie, enfin bref. Quoi. Donc je me suis rendu compte que ça... Oui, il y avait un pouvoir fort de la marque qui attirait beaucoup et... Qu'on convoitisait beaucoup, enfin c'était un truc... C'était quelque chose quand même. Donc l'idée c'était de protéger à la fois la marque... mais de la laisser rayonner à travers ce réseau de boutiques donc qui se situe sur le littoral. Voilà, qui est entre Bandol et Sainte-Maxime, quoi. D'accord. Sainte-Maxime. Aujourd'hui, vous en êtes là, c'est-à-dire que vous avez un contrat de licence pour cette marque qui est distribué essentiellement sur le littoral. Voilà, avec un petit rappel ici sur l'île. Ok. Mais qui n'est pas 43-6 Porquerolles, très identitaire, parce que la personne avait marqué les deux noms de Porquerolles et Saint-Tropez sur le... Donc c'est vrai que c'est tout de suite, ça titille un peu... Ici, je pense que ça doit titiller un peu. Damien, je voulais vous demander, vous êtes installé à l'année en 2014 sur l'île. Pour quelles raisons vous décidez de... Alors bon, on le comprend, hein, on voit bien que dès l'instant où vous êtes arrivé sur l'île, les saisons qui se sont enchaînées, les opportunités qui sont arrivées les unes après les autres. Donc ma question, c'est un peu une fausse question quand je dis voilà, qu'est-ce qui vous décide à vous y installer définitivement? En fait, ça faisait longtemps que vous souhaitiez vous y installer. Ah ben moi je souhaitais m'y installer, mais la conjoncture faisait que j'étais toujours... vous connaissez le problème des logements ici à Porquerolles, quoi. D'avoir quelque chose, une opportunité encore sur Porquerolles. Moi, pour moi, c'était presque devenu peut-être que tu demandes trop là. Entre tout ce qui se passe et tout ça, donc je me suis dit à un moment, faut se résigner. Peut-être que c'était un parcours de ma vie, et voilà, c'est un tremplin et je dois partir, quoi. Et alors ça se passe comment? Vous aviez fait une demande de logement? J'avais fait une demande d'HLM. Enfin de logement à loyer modéré. Ouais. Et bon, j'ai un ami qui me dit écoute, en attendant, j'ai un studio parce que je suis obligé de rendre un studio ou un appartement. Ah oui, j'avais une petite chambre sur les horizons que je suis obligé de rendre parce que c'est vrai que les enfants du propriétaire qui grandissaient, ils avaient envie de venir aussi sur l'île. Et donc heureusement encore que j'ai un ami qui me dit écoute, moi j'ai un petit pied à terre sur hier, je dis à un moment, il va falloir faire ses valises et partir, quoi. Donc j'arrive sur le port de Hyères et j'oublie carrément que mes demandes d'HLM et tout ça. Donc je suis appelé au mois de décembre, je me rappellerai toujours,
en me disant voilà, vous avez fait une demande, il y a un appartement qui se libère. Parce que j'avais déjà eu aussi auparavant ce même genre de voilà, un courrier en disant qu'il y avait dans la partie des HLM en haut, qu'il y avait un appartement qui se libérait et à la commission je l'ai pas eu. Ah oui, donc vous étiez un peu échaudé là. Et là j'ai dit bon ouais, oui. Ouais. Et puis alors, c'est vrai que quand je suis allé sur le port de hier, j'ai retrouvé aussi des anciens qui étaient sur Porquerolles, qui étaient pas restés sur Porquerolles, donc tout de suite hop, ça s'est vite enchaîné, donc j'ai tout de suite trouvé ma place. Et puis j'ai vite pas oublié Porquerolles, mais oublié les soucis que j'avais eu j'avais surtout un logement quoi. D'ailleurs m'appelle en me disant voilà, on a quelque chose pour vous. Ok d'accord, donc on vient, venez, vous faites la visite et après on vous dira. Alors, j'y croyais mais j'y croyais plus, j'y croyais plus, je savais plus trop. Donc on fait la visite et bon, il me dit écoutez, on va refaire un petit peu de peinture et tout ça, on vous donne ça à la fin de l'année quoi. J'ai au mois de janvier, ce serait bien quoi, que je puisse parce que j'ai déjà un logement là-bas, que je puisse finir de déménager d'un côté pour attaquer dans l'autre, pour être sûr, quoi. Donc ça se fait au mois de janvier. Je signe en janvier, 4 janvier 2014. Ouais. Ma maison, quoi, mon petit appartement sur Porquerolles. Alors là, c'était un grand moment, quoi. L'aboutissement quand même. Ouais, Parce que vous arrivez en 88 et 2014. Ouais. Donc, est-ce que c'est en 2014-2015 que vous faites vraiment une année complète sur l'île ? Est-ce que vous vous souvenez de votre premier hiver à Porquerolles ? Des hivers, j'en ai fait avant. Ouais. Même bien avant, mais mon premier hiver, je pense que c'était en 90. Mes premiers hivers que j'ai fait, c'était quand je suis arrivé une année ou deux après que je sois arrivé sur Porquerolles. Je dormais chez un pote, Jaco, là, sur le port. Après, je travaillais à l'Oustaoul, on était resté un peu l'hiver. Donc, vous saviez à quoi vous en tenir. Voilà, vous connaissiez l'île l'hiver et c'était pas... Ah, puis moi, ça me va très bien, là, quand c'est calme comme ça, là, c'est parfait. Ouais. Autant j'aime bien quand il y a du monde aussi, et bon, pas trop non plus. Mais autant j'aime encore mieux quand il y a pas grand monde à l'école. Ça me correspond bien, je crois. Alors justement, vous faites bien le lien, Damien. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de votre lien avec Porquerolles. Quelle est votre saison préférée sur l'île ? Moi, j'aime bien l'hiver j'aime bien Porquerolles. Alors l'hiver, depuis que j'ai mon appartement, je crois. Ouais. Je pense que le fait d'avoir un chez soi, enfin pour moi en tout cas, c'était voilà, j'avais plus de. Maintenant, je comprends l'hiver. Pouvoir se poser être dans son environnement. C'est un âge où il faut que je me pose et tout ça. Parce que j'étais toujours dans la dynamique de la vie, entre guillemets, de la droite à gauche, allez, on prend jusqu'au dernier. Et là, d'avoir chez soi, ça se permet de se poser, quoi. Sinon, je pense que je continuerai encore à vagabonder à droite à gauche, quoi. Mais je pense que depuis que j'ai la maison, voilà, alors ça peut peut-être paraître prétentieux, mais après l'hiver, pour moi, c'est avec tout ce qu'on m'avait dit avant, ouais, ça me gêne pas plus, quoi. Enfin, ça, au contraire, ça me, je suis content, c'est bien, il y a personne. C'est-à-dire que ce qu'on vous avait dit avant, vous avez dit ça va être dur. L'hiver, c'est dur. Mais ça peut pas être plus dur que quand t'es avec ton sac à dos, que t'es à droite, à gauche. Enfin, même si t'es un peu au soleil, tu reviens, tu tournes en rond, quoi. Peut-être que ce que voulaient dire les gens, c'est que... Mais après, c'est des questions de tempérament, à mon avis. C'est que tout le monde n'est pas armé pour vivre un hiver ici. C'est quand même des hivers qui peuvent être des hivers de solitude. Alors même si on croise toujours des copains, des connaissances, c'est quand même des hivers où il faut avoir peut-être une certaine force intérieure. Pas forcément. Alors déjà, je pense pourquoi il faut aimer déjà. Après, c'est vrai que maintenant je commence peut-être aussi à un âge où je me pose et puis je me dis c'est vrai, il faut apprécier aussi un peu l'hiver. Tu commences à prendre de l'âge. Je le prends peut-être pas comme. Et puis moi j'ai toujours été habitué à être seul aussi. Est-ce que vous avez un ou des endroits que vous affectionnez particulièrement à Porquerolles ? Des endroits où vous êtes particulièrement bien, où vous avez des souvenirs assez marquants ? Alors moi j'aime bien sûr la place du village. Ouais. C'est là où il y a beaucoup de vie, donc alors j'aime bien cet endroit. Qu'est-ce que j'aime bien comme endroit aussi ?
J'aime bien la plage d'Argent. J'aime bien le quai des pêcheurs. En fait, ça tourne beaucoup autour du centre. Du village et du centre, ouais. Ouais. Vous allez rarement vous promener Si, dans l'île? Si, en plus, avec le confinement, on a bien refait les tracés à gauche, à droite. Alors, par exemple, à Notre-Dame, j'y vais. J'adore. J'aime bien Notre-Dame. Mais j'aime pas y aller. Vous aimez pas le trajet pour y aller? Enfin, ça me dérange pas. J'aime bien y aller quand il y a personne, par exemple. Oui. Ouais. C'est vraiment, j'aime bien, mais comme si qu'elle était à moi, quoi. Mmh. Voilà, c'est-à-dire, quand j'y vais, il y a personne. Bon, je vous dis ça, mais alors, des fois, j'y vais avec des potes et tout ça, mais c'est vrai que quand je suis tout seul c'est vraiment un truc, entre elle et vous. C'est perso. Ouais, voilà. Je comprends, oui. C'est pas, bon, si on y va avec des potes, mais je leur dis pas que c'est mon endroit préféré, par exemple. Si c'est mon endroit préféré, j'aime bien être en communion avec lui. Vous profitez peut-être un petit peu en ce moment, là. On est voilà, automne, hiver, ouais, alors j'y vais pas, c'est pas que j'y vais plus. Ouais. Mais je m'en approche plus. Je suis jusqu'à la Courtade. Après, de temps en temps, pas cette année, mais l'année dernière, je courais, j'y allais, juillet-août, j'y allais presque tous les soirs. Donc je m'arrêtais, je la regardais, hop, je repartais. Ouais. Voilà, mais après, et puis il y a d'autres endroits, hein. Il y a pas un endroit particulier. J'aime la Notre-Dame, et j'aime aussi bien le quai des pêcheurs, même si j'y vais pas, mais je le vois. Que plein d'autres endroits, quoi. Ou des gens que j'aime bien aller voir, j'aime bien l'Escale aussi pour. Peut-être plus des ambiances aussi. Si vous dites que vous aimez la place, vous aimez le quai des pêcheurs, c'est des ambiances aussi. C'est plus les ambiances, moi, parce que tout est beau ici. C'est vrai que il y en a plus là que là. Et puis à chaque période, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes lumières. Moi, c'est plutôt les ambiances, quoi. Ouais. Est-ce que pour vous, la porquerolle authentique, ça signifie quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie? Porquerolle authentique. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a une porquerolle authentique. Peut-être pour les nostalgiques, oui. Alors, quand je regarde un peu comme ça, c'est vrai que bon, marcher pieds nus à Porquerolles, à l'heure actuelle, c'est pas mal quand même, quoi. Vous le faites ou pas? Je le fais plus. Je le fais plus parce que j'ai pas envie de m'abîmer les pieds. C'est juste pour une raison esthétique ou pratique, je sais pas. Mais c'est vrai que si je pouvais le faire, je le referais aussi. Bon, mais là... Question d'ancrage dans le sol de Porquerolles, je crois. Je crois que ceux qui marchent pieds nus à Porquerolles, il y a quelque chose de cet ordre. Ouais, alors l'été, oui. L'été, encore maintenant, je le fais plus parce que je travaille. Oui, que c'est pas possible. Voilà. Mais si je pouvais le refaire, si j'avais plus de soucis en me disant je le ferais, je pense. Ouais. Est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécue à Porquerolles? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, même si c'est un petit souvenir, hein, pas besoin que ce soit un grand événement, mais quelque chose qui vous vient à l'esprit? Une anecdote marquante, si je me rappelle, je travaillais à l'auberge des Glycines et je pars pour aller à la plage et j'ai un pote qui me dit Damien, qu'est-ce que tu fais? Je dis non, mais je vais à la plage. C'est vrai que quand les derniers souvenirs que j'ai, c'est quand je voulais aller à la plage en me disant tiens, prends un peu de temps, va à la plage. C'est toujours passé quelque chose. J'ai jamais pu aller au bout. J'allais à la plage au bout du monde pour être tranquille. Sinon, ici, je peux pas y aller. Il y a toujours quelque chose. Enfin bref. Et il me dit mais je suis avec la prod, on cherche des gens pour la prod, je sais pas quoi. Je dis bon, écoute, si t'as besoin, moi on se voit après, quoi. Ok, pas de problème. Donc je le revois, il me dit écoute Damien, je viens te revoir parce qu'il faudrait un figurant pour un clip, un black. Enfin, il faut un black, ouais. Je dis bon ok, moi je travaille, entre temps faut caler le truc, ça va être compliqué, quoi. Elle me dit non t'inquiète pas, c'est bon. Alors lui il va voir sa prod, c'était un clip avec Alpha Blondy. Donc c'est cette anecdote là qui était assez marrante parce que moi je faisais mon service, ils attendaient que je finissais mon service pour pouvoir sortir. Ah oui, vous étiez la star. C'était et après, à l'époque je conduisais une Jeep que m'avait prêté Gérard là, le monsieur avec qui je faisais la pêche. Ouais. Alors le gars, le Alpha Blondy, voulait se balader que dans la Jeep. Alors, moi j'avais la responsabilité de la Jeep.
Enfin, voilà, en plus, quand je repartais travailler, ils arrêtaient le tournage. C'était un truc, je suis, oh là là, Une usine à vous n'avez gaz. pas trouvé quelqu'un d'autre, quoi, non? Ouais. Ça a duré combien de temps cette Ça a duré affaire? 2-3 jours. Ah oui, Et quand en même. même temps, il y avait un tournage d'un film avec Bernard Lanvin, Charlotte Gainsbourg. Et là aussi, on vous a demandé de, Non, de mais figurer. non, pas du tout. Mais ce qui est assez marrant, en fait, c'est alors, Gérard Lanvin, c'est un mec de La Baule qui est à côté de chez moi, de Nantes. Ouais. Donc moi, entre-temps, j'étais revenu. J'étais au mariage de mon cousin qui s'était passé pendant l'été. J'avais ramené du vin d'une cave dans le pays en SNI, quoi. Tu vois, c'est entre Nantes et un bled, quoi. Donc c'était un des vins avec qui on avait discuté avec Lanvin. C'est là où il allait se servir, quoi. Que j'avais rencontré le soir sur le tournage. Enfin bref. Donc là, c'était 2-3 jours. C'était showbiz Ouais. à Porquerolles. Ouais, je me dis, t'es chez Bourdigo. Bourdigo, c'est un caviste qui habite à Anzeny. Ah, tu connais Bourdigo? Il me dit, je dis oui. On a fait le mariage de mon cousin. Et, moi, c'est ma cave aussi, parce qu'il habitait à La Baule. Il a des super bouteilles. C'est parti de là, l'histoire, quoi. Bon, en résumé, vous avez fini sur un clip d'Alpha Blondie au lieu d'aller à la plage, si je Voilà, comprends bien. c'est ça. Fini sur un clip. Voilà. Et après, on buvait des bonnes bouteilles avec Lanvin et sa femme. Des bouteilles de vin dont il allait se servir dans la cave. Oui, le truc improbable. Ouais, puis il m'arrivait que des trucs comme ça, mais ici, quoi. Il m'arrive rien d'autre ailleurs. Et moi, ça me suffit, moi. C'est pour la saison, quoi. Alors, en dehors des petites expériences dans le show business, alors la vie insulaire, elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait selon vous sa particularité? Alors peut-être en termes d'espace, de temporalité, de vie en communauté. Vous qui avez habité sur le continent et sur l'île, qu'est-ce qui est vraiment marquant et significatif de la vie sur l'île? Moi, ce qui me marque surtout, c'est vraiment le mois d'août. La population, quoi. La population, le monde qui arrive là d'un coup, là, cette vague là. C'est plutôt ça, moi, qui me marque. Sinon, le changement de saison, ça me dérange pas trop, mais après il en faut pour tout le monde, mais c'est vrai que la surpopulation au mois d'août, je pense que vraiment ça me fait quelque chose, quoi. Ouais. Sinon le reste, pas trop. Vous en souffrez de cette hyperfréquentation? Oui et non. Alors après, c'est vrai qu'il en faut. Alors pour le travail, on en a besoin, mais c'est trop, quoi. C'est trop. Alors c'est vrai que je devrais pas dire ça non plus, mais il faut que je le dise quand même, quoi. Mais... Non, mais c'est un sujet qui est très à l'ordre du jour. Ouais, je suis pas le seul à le dire. Bien quoi. sûr, vrai oui. En fait, le parc enregistre quand même entre 8 et 10 000 personnes. Je crois que même cette année, ça a été des pics assez réguliers, là où avant, les années précédentes, c'était des pics assez épisodiques, en l'occurrence. Donc 8 à 10 000 personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. Cette hyperfréquentation dont on entend beaucoup parler ces derniers mois, après un été qui a quand même été particulièrement éprouvant, on sortait de confinement et l'île a été vraiment prise d'assaut, en quelque sorte. On peut le dire, ouais. Cette hyperfréquentation, elle pose un certain nombre de problèmes qui vont de l'atteinte à l'environnement, la gestion de l'eau et des déchets, la saturation des services, et au final... on l'entend aussi, et même de la part des commerçants, une certaine insatisfaction des visiteurs, puisqu'en fait, on ne peut pas tout absorber, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous avez été témoin, ça fait 30 ans que vous êtes sur l'île, est-ce que vous avez été témoin de l'essor de cette fréquentation? Depuis 88, l'année où vous êtes arrivé, est-ce que vous avez vu cette hyperfréquentation se développer? Alors, j'ai peut-être pas fait attention, mais j'en étais conscient parce que je le voyais. Mais depuis ces 10 dernières années, je pense que ça a été je pense parce que au mois d'août on attend toujours le mois d'août parce qu'on sait qu'il y a du monde, mais je pense que depuis ces dernières années on se rend compte que ça fait beaucoup on attend, enfin pour ceux qui travaillent on attend, c'est le rush, c'est vraiment là pour les commerçants, je parle entre guillemets, ça fait une grosse masse de gens, mais là, plus ça va, plus on en parle, plus on regarde, plus on se dit, ouais, ça fait quand même beaucoup, de plus en plus, beaucoup. Est-ce que ça va peut-être jouer ou déjouer, je sais pas.
Est-ce que pour vous, il faudrait limiter cette fréquentation? On parle de jauge ou pas? Limiter, je pense que de toute façon, ça va se faire naturellement. Ou pas. Mais c'est sûr, si on pouvait en mettre un peu plus au mois de mai, un peu plus au mois d'octobre, un peu plus, même toute l'année. Même. Ouais, travailler les ailes de saison, c'est un axe. Hein, même toute l'année, ça serait génial. Je pense que ce serait mieux même pour l'île et pour les gens qui la fréquentent. Pour la vie de l'île aussi, ouais, peut-être. Ça permettrait une vie peut-être plus étalée sur l'année. Je pense que si c'était plus étalé, il y aurait peut-être quelque chose qui se ferait pour le mois d'août. Je sais pas, j'ai pas la solution, mais je pense que si vraiment ça travaillait, on va dire 12 mois, pas 12 mois de l'année, mais on va dire 10 mois de l'année, 12 mois de l'année, à part le mois de janvier où il y avait quelque chose, que c'était animé pendant 10-12 mois, je pense que ça se ferait naturellement cette surpopulation. Enfin, ça désengorgerait. Ouais, je pense que les choses se feraient parce que les gens trouveraient plus facilement des solutions en étant plus impliqués à l'année, en étant... Je comprends. Peut-être que ce serait pas forcément du coup le même type de tourisme. Ce serait peut-être des personnes peut-être qui reviendraient un peu plus régulièrement et qui apprendraient à apprécier l'île à un autre moment qu'au mois d'août, parce qu'on peut imaginer que des personnes qui viennent au mois d'août et vivent peut-être pas une journée très agréable à faire la queue un peu partout, ne reviendront peut-être pas l'année suivante alors que... je pense, aussi, oui. Je pense que moi, s'il y a des gens qui me le demandent au mois d'août, je leur dis non, faut pas venir au mois d'août, quoi. Ça sert à rien, quoi. Une journée, non. Vous venez une semaine, oui, mais une journée, non. T'attends. En fait, t'as passé ta journée à attendre, ça t'a coûté très cher pour attendre, et t'es pas satisfait, quoi. Exactement, ouais. Donc, un jour, non, viens 2-3 jours hors saison, mai, juin, septembre, octobre, décembre, même, si tu veux. Parce que là, on s'aperçoit même qu'en décembre, on a des belles journées. Au premier de l'an, il y a de plus en plus de monde depuis 4-5 ans. Moi, je pars plus, là, je suis là tous les réveillons depuis 4-5 ans. Il y a du monde, quoi. Donc, je pense que les gens qu'on récupère qu'on voit au mois de, du 28, 29, 30, 31. 4-5 janvier. Ouais. Je pense que c'est les gens qui aiment Porquerolles, quoi. Voilà. Ça, c'est ces gens qui viennent beaucoup hors saison, quoi. Donc là... Bon, en tout cas, ça reste en effet un sujet, et même pour des personnes qui vivent ici et qui en vivent, hein, parce qu'il faut bien dire les choses, c'est aussi, que tous les restaurateurs se rendent compte quand même certainement des limites. Comment, Damien, vous voyez l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements? Est-ce que vous avez vu, là, en 30 ans, on parlait de l'hyperfréquentation, mais plus globalement, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'évolution de l'île? Dans l'évolution, pas trop, il bouge pas trop, en fait. Hein. Alors, quel regard, par exemple, vous portez sur la Fondation Carmignac? Est-ce que vous êtes allé voir les expositions? Qu'est-ce que vous pensez de ce lieu, qui est quand même une nouveauté de ces dernières années? Oui, la Fondation Carmignac, très bien. Pour moi, c'est un plus pour l'île. Vous êtes allé voir les expos? Je suis allé voir la première l'année dernière, et cette année, j'y suis pas allé parce que je travaillais. C'est la deuxième l'année dernière. Je suis allé aux 2 premières, alors pas cette année. Ok. Ouais, je suis allé aux 2 premières et pas cette année. Non, mais c'est bien. Là, comme la maison Chanel qui a racheté ici, pour moi, personnellement, je trouve que c'est bien pour l'île. Après, sûrement, ça va faire d'autres choses pour d'autres gens, je sais pas. Après, moi, je pense que pour l'île, c'est bien. C'est une bonne chose. Okay. C'est une bonne chose, sinon, c'est la porte ouverte à tout, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans la Porquerolles de la fin des années 80, des années 90? Est-ce qu'il y a des choses qui existaient ou... La musique. La musique? Les petits groupes de musique, il y avait un peu de part et là, quoi. Vous voulez dire sur la place, ouais? Ouais, l'animation, je trouve qu'il y a un peu moins l'animation, c'est un peu... ils sont mal démerdés un peu quand même, c'est un peu... c'est tout et rien, quoi. Où il y a trop, où il y a pas assez, c'est pas au bon endroit. Alors bien sûr, je ne jette pas la pierre aux gens, que c'est mon regard un peu personnel, quoi.
C'est quoi? Vous aimeriez quoi? Qu'il y ait plus de groupes? D'animation. C'était quoi? Il y avait des groupes sur la place du village? Il y avait un esprit, il y avait de la musique qui donnait un certain esprit. On est sur les îles et tout ça, mais il y avait ce côté, voilà, un coup c'était chez l'un, un coup chez l'autre. Donc, dans les restaurants? Ouais, dans les restaurants, dans les bars, c'était un peu plus festif, cool, mais maintenant c'est le bruit. Le bruit et la musique, pour moi, c'est deux choses différentes. Alors, du coup, je pense maintenant le bruit, comme le bruit s'est passé alors, faire attention au bruit, on mélange avec la musique. Mm-hmm. Enfin, on écoute de l'acoustique, moi, un bon concert de guitare en acoustique, ça dérange personne. Enfin, quand c'est, voilà. Là, maintenant, quelqu'un qui met de la musique forte, ça dérange. C'est ce truc-là qui me dérange aussi, quoi. Donc, on fait l'amalgame entre le bruit et la musique. Donc, on coupe l'animation, quoi. Il y a plus de... Oui, sinon, c'est une surenchère, en fait. Et voilà, il y a plus rien. C'est pas, l'animation est pas gérée, je trouve qu'avant il y avait plus de musique, parce qu'on aimait, on n'aimait pas, mais il y avait moins de bruit. Mm-hmm. Maintenant il y a plus de bruit, il y a plus de musique. Donc, voilà. Quels sont selon vous les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir? Avec le pipeline qui arrive, l'eau qui arrive sur l'île en masse. Ouais. Pour moi, l'eau qui arrive sur l'île, c'est la vie. Alors, donc, c'est ce que On parle de 2022-2023 là. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Ça va s'ouvrir sur des trucs qu'il n'y avait pas avant. Finalement, on va peut-être des terrains qui vont se construire. Parce que c'est ça. Hein. C'est votre crainte, ça? J'ai peur que... L'île est protégée quand même. On peut plus construire... L'île est protégée, il ne peut rien nous arriver. Il nous arrive toujours quelque chose qu'on n'avait pas pensé. J'espère pas. Ouais, vous souhaiteriez que l'île reste telle qu'elle est aujourd'hui? Qu'il y ait un peu quelques logements pour... alors comme moi, des gens comme moi à utilité, quoi. Mm-hmm. Qui rachètent... des terrains pour pouvoir loger les Porquerolais. Ouais, voilà, pour les Porquerolais. Pour que les enfants puissent au moins grandir dans les endroits où ça, oui. C'est une vraie problématique, ouais. Ouais, parce que bon, à l'inverse, ceux qui veulent acheter, ils peuvent acheter, quoi. Et ceux qui veulent rester, ils peuvent pas rester. C'est pas pareil. Donc là, c'est ma seule crainte, c'est que l'eau fasse amener la vie, amène la vie, et que justement les gens profitent de ça pour. Voilà. J'espère que on m'a entendu là-dessus. Il me reste 3 questions, Damien. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui souhaitent s'installer à Porquerolles à l'année, vous qui avez fait ce chemin-là? Eh bien, à l'année, s'ils sont en couple avec des enfants, je leur dis ouais. Ouais, c'est top, c'est un truc à faire, quoi. À l'heure actuelle, en 2020, moi, si je devais recommencer en couple, à m'installer à l'année, ouais, en plus avec des enfants, encore plus. Ouais, pour vous, c'est c'est une qualité de vie, quoi. Alors, moi, c'est sûr que si on me demande, je dis oui, quoi. Ah ouais, non, c'est peut-être pas ouvert à tout le monde quand même de faire ce choix-là. Vous ouais, les mettriez peut-être un peu en garde quand même sur une vision de l'île qui serait un peu idyllique et voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent quitter la ville. Bon, avec en plus ce qu'on a vécu cette année, ça a le vent en poupe, mais voilà, faut quand même avoir quelques ressources, avoir une situation aussi professionnelle qui le permette. Aussi, ouais. C'est-à-dire, si on arrive là, si on commence à discuter de ce sujet, on rencontre un couple qui vient de s'installer, je pense que ça s'est pas fait au hasard. C'est qu'ils sont déjà justement en place, voilà, et qu'ils se disent, si vous voulez que je vous donne l'approbation, je vous dis oui, quoi. Ouais, parce que c'est pas n'importe qui vient ici s'installer pour refaire sa vie ici, et c'est pas par hasard, quoi. Parce qu'il y a le choix d'être en face, hein. C'est vrai qu'en face c'est pas mal aussi. Ici c'est vraiment, c'est particulier, quoi. Et c'est une chance pour moi, c'est une chance de pouvoir le faire ici quand on a envie de le faire, quoi. Il me reste 2 questions, Damien. Quelle est votre... Alors c'est une question qui fait sourire ou qui laisse perplexe. Quelle est votre définition du Porquerolais? La définition du Porquerolais. Définition du Porquerolais. Par définition, c'est celui-là qui aime Porquerolles, qui aime son île, quoi. Voilà, après, je pense que c'est une histoire de cœur, quoi.
avant tout, je pense. Plus que d'ancrage générationnel. Ouais, parce que là, après, on va se perdre, mais je pense que c'est une histoire de cœur, je pense. C'est vraiment de cœur, quoi. En évoquant Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles ? Quand vous êtes loin et que vous pensez à Porquerolles, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit ? Est-ce qu'il y a une image, un endroit ? Ah ouais, une image et une ambiance. Et puis, je sais pas, peut-être comme je l'ai attendu depuis longtemps, donc c'est comme une mer, enfin je sais pas comment l'expliquer, c'est assez... Un cocon ? Comme un cocon, ouais, comme un écrin un peu. Petit truc, un endroit où, voilà, on est bien, je sais pas, comme des fois je me mets sur mon canapé ou je me mets sur mon lit, dans un moment où je suis bien, là c'est bon, j'ai retrouvé mes racines, un peu comme des racines, un peu, ou l'appel des îles, enfin il y a plein de trucs qui me passent par... C'est toujours pareil, quand je pars au loin, quand je pense à Porquerolles, il y a plein de choses, quoi. C'est pas que ça bouillonne, mais il y a plein de choses qui se passent, quoi. C'est comme un kaléidoscope, quoi. Il y a plein de trucs, tac, il y a que du bon. Il y a que du bon souvenir pour moi. Alors, je sais pas si j'en ai eu des mauvais avant, mais, parce que j'ai pas été malheureux non plus. Il y a eu des souvenirs, mais Porquerolles, il y a de bons souvenirs. Même si c'est pas simple, mais je préfère rester sur les bons souvenirs. Ouais. Bon, on va rester sur cette belle parole. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Et bon courage pour cette fin d'année. Merci à vous. Merci à Damien de nous avoir fait découvrir son parcours de saisonnier jusqu'à son installation définitive à Porquerolles. Pour les curieux qui voudraient aller voir le clip d'Alpha Blondy tourné à Porquerolles, auquel Damien a participé, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode que vous retrouverez sur fragileporquerolles.toutattaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.